Bonsoir, 17e rencontre, je viens de loin, j'écris en français, 22e écrivain invité, 11 hommes, 11 femmes, une parité tout à fait exemplaire. Amin Maalouf est ce 22e écrivain invité. Il est né en 1949 à Beyrouth, au Liban. Il a passé son enfance, son adolescence entre le Liban et l'Égypte, avant de venir plus tard, en 1976, en France, où il s'est consacré au journalisme et à l'écriture. La littérature l'a révélé avec 2 livres à caractère historique. Tout d'abord, Les Croisades vues par les Arabes en 1983, suivi peu de temps après par Léon l'Africain. Du côté des romans, il s'est fait connaître entre autres avec Le Rocher de Tanios, ce livre pour lequel il a obtenu le prix Goncourt en 1993. D'autres romans ont suivi, je citerai Les Désorientés, je citerai Le Périple de Balthasar, et enfin le livre pour lequel nous le recevons aujourd'hui, publié en 2020, Nos Frères Inattendus. Pour ce qui est des essais, 2 livres dont je citerai les titres, Les identités meurtrières et Le naufrage des civilisations. Amin Maalouf est académicien français et c'est à tous ces titres que nous le recevons aujourd'hui. Merci à tous. Bonsoir Amin, très heureux d'être un petit Bonsoir peu Bernard. les médias de la technique. Pour commencer, peut-être j'ai envie d'évoquer 2 mots. 2 mots un peu oubliés de notre vocabulaire, un peu vieillis peut-être, un peu romantiques aussi, qui sont pour nous occidentaux en tous les cas une invitation au voyage. C'est le mot levant et le mot levantin. Et j'aimerais que vous nous évoquiez pour nous ce que cela signifie pour vous et peut-être en quelques mots dire comment peut-on être levantin. Vous savez, le mot Levant désigne une région qui se trouve être ma région natale, qui correspond à la Méditerranée orientale, en gros. Cette région a eu toutes sortes d'appellations à travers l'histoire. Pendant très longtemps, on l'appelait le Proche-Orient, le Moyen-Orient, la Turquie d'Asie. On l'appelait autrefois par divers noms. Le nom qui a ma préférence, c'est Levant. D'abord parce qu'il ne définit pas la région simplement par son éloignement ou sa proximité de l'Europe. Et Levant désigne aussi une époque intéressante, l'époque où dans un certain nombre de villes, notamment dans des villes côtières comme Alexandrie, Smyrne, Beyrouth et d'autres, il y avait une rencontre de gens venant de toutes origines, de toutes croyances, avec plusieurs langues qui se parlaient et qui ont créé dans cette région du monde un univers culturel extrêmement prometteur que j'ai connu à la fin. Je ne l'ai pas connu à son apogée, mais j'ai quand même j'ai connu ce monde par les échos qu'il a laissés et puis par des personnages. Le mot levantin, vous avez raison de faire la distinction entre les deux. Le mot levantin a une connotation plutôt négative. Quand on dit un levantin, on a l'impression que c'est quelqu'un de un peu rusé, roublard, qui
n'est pas tout à fait net, qui essaie de se frayer un chemin par des méthodes pas toujours extrêmement claires. J'aimerais que ce mot retrouve une dignité. Je pense que c'est un mot qui ne mérite pas l'image qu'il a. C'est une image d'ailleurs qui existait déjà d'une certaine manière avec les anciens habitants du Liban qui étaient les Phéniciens. Quand on disait Phénicien, c'était aussi quelqu'un qui mettait ses intérêts, ses intérêts pécuniaires notamment avant toute chose. Et en réalité, moi j'ai de la tendresse pour les gens qui utilisent la ruse et l'entre-gens plutôt que la force pour trouver leur place dans le monde. Je dirais que c'est la principale caractéristique des Levantins. Alors vous qui êtes né à Beyrouth, vous avez vécu en Égypte, vous êtes en France depuis 1976, vous êtes entre deux. Votre ancien collègue qui vous a précédé à l'Académie française, Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, parlait en son endroit de métissage culturel. Est-ce que c'est un mot, une expression que vous reprenez à votre compte? Est-ce que vous acceptez cette expression de métissage ou vous en préférez donner une autre explication et employer un autre mot? Je ne la récuse pas, mais ce n'est pas un mot qui me vient spontanément. Je trouve que il y avait des échanges, il y avait un tissage culturel dans les villes levantines qui correspond à peu près à ce que Senghor voulait évoquer en parlant de métissage. Je pense que le métissage n'est pas une valeur en soi. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être métissé. C'est souvent simplement une réalité. Moi, je viens d'une culture qui est influencée par toutes sortes d'autres cultures. J'assume ces influences, je les revendique même, et je ne sais pas de quelle manière, comment se passe l'interaction entre ces cultures. Mais mon credo, dans ce domaine comme dans d'autres, c'est de dire chacun d'entre nous est un lieu de rencontre entre des appartenances nombreuses. Tout dans le monde d'aujourd'hui nous pousse à affirmer une seule appartenance, qu'elle soit nationale, religieuse, ethnique ou autre, à l'affirmer et la mettre en avant comme si c'était la seule qui comptait. Et moi, je voudrais que chacun assume l'ensemble de ses appartenances, que chacun d'entre nous soit un lieu de rencontre entre ces diverses appartenances et un trait d'union entre les divers mondes auxquels il appartient. Nous sommes dans le cadre de l'Alliance française, de l'Institut français. Cette interaction dont vous parlez, qu'en est-il de la langue, de votre langue? Est-ce que cette langue est en partie, elle aussi, redevable, elle est levantine, elle aussi, on pourrait la qualifier comme ça ou pas? Je dirais que moi, comme beaucoup de Libanais, je suis né avec 3 langues dans la bouche. Il y a l'arabe, qui est ma langue maternelle, il y a le français, qui était une langue omniprésente, non seulement au Liban, mais dans d'autres pays de la région, notamment en Égypte, et l'anglais, qui, dans ma famille, a longtemps été la principale langue de culture. Je suis à l'intersection de ces 3 univers. Dans la famille de ma mère, on faisait ses études en français. Dans la famille de mon père, on faisait ses études en anglais. Et la langue commune entre eux était l'arabe. Moi, j'ai grandi au Liban et j'ai commencé à travailler, comme Hind l'a
l'a rappelé tout à l'heure, j'ai commencé à travailler dans un journal de langue arabe. Je suis allé en France en 76, donc j'avais 27 ans. J'ai senti que en choisissant de m'établir dans un pays comme la France, j'avais le devoir d'assumer pleinement le pays, mon pays d'adoption, ma patrie d'adoption, sa culture, sa langue, et donc je me suis plongé totalement dans l'univers culturel français. Je n'ai jamais pris mes distances avec mon univers d'origine. J'ai toujours essayé d'introduire dans mes écrits des éléments de la culture arabe, de la civilisation arabe et même de la langue arabe, mais ma vision de l'identité, ma vision aussi de la migration, m'a amené à considérer qu'en décidant de m'établir dans un pays, je me devais d'une certaine manière d'adopter sa langue. Et je vous dirais très franchement, cela, bon, évidemment, j'aime beaucoup la langue française, j'ai fait mes études dans une école française, mais si je m'étais installé au Brésil, j'aurais écrit en portugais. Si je m'étais installé en Australie, j'aurais écrit en anglais. Je pense il est très difficile de vivre au sein d'une société sans pouvoir s'adresser aux gens qui vous entourent dans leur langue. Les deux autres langues que vous avez citées, l'arabe et l'anglais, mais je pense surtout à l'arabe, est-ce que l'arabe interfère encore dans votre écriture? Par exemple, dans la phase d'écriture elle-même, c'est-à-dire lorsqu'il y a, je ne sais pas, des scènes de rue, des scènes de dialogue, par exemple, est-ce que vous pensez à un moment la scène en arabe et vous la transcrivez en français? Est-ce qu'il y a une interférence de cet ordre ou d'un autre ordre? Je ne sais pas si je pense la scène en arabe. Je dirais qu'il y a beaucoup de mots quand j'écris qui me viennent d'abord en arabe. Et souvent, je cherche un équivalent français, ce qui n'est pas toujours facile. Je vous donne un exemple que les arabophones vont comprendre. Le mot civilisation, en arabe, se dit hadara. Il y a un mot qui est hadari, c'est-à-dire une chose liée à une civilisation. Quand on parle en français, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, j'essaie de dire civilisationnel, etc. Alors qu'en arabe, ça vient spontanément, hadari, qui est lié à la civilisation. Il y a des mots dans chaque langue qui viennent plus spontanément. Il y a aussi des mots qui me viennent en anglais parce que je lis beaucoup en anglais. Mais je dirais que ça fait partie de la mission d'un écrivain, de créer des liens entre les diverses langues qui lui appartiennent. J'ai eu l'occasion d'interviewer Vassilis Alexakis, qui vient de nous quitter, l'écrivain qui écrivait à la fois en grec et en français, et qui s'auto-traduisait dans l'une et l'autre langue. Et il disait volontiers que, à propos des mots, que lorsqu'il entendait un mot français et son équivalent grec, ou l'inverse, la connotation qu'il avait n'était pas la même. Il le disait à propos, par exemple, d'un mot tout simple. Il évoquait le mot marteau, et il disait le mot marteau en français et le mot marteau en grec ne me renvoient pas finalement au même objet. Est-ce que vous avez des sentiments de cet ordre, des sensations de cet ordre? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Chaque mot a un sens particulier dans l'environnement linguistique où on le prononce, où on le pense. On est obligé de faire des équivalences, mais ce n'est jamais exactement l'équivalent. Cela dit, Vassilis, il avait le courage d'écrire les mêmes choses dans deux langues différentes. Moi, je ne pourrais jamais me résoudre à faire une chose pareille. C'est extrêmement difficile. Moi, j'écris généralement en français. Il m'arrive d'écrire quelques textes en arabe ou en anglais,
mais l'idée même de traduire moi-même mes textes est une chose impensable, parce que on est trop proche de ses propres textes. Et je comprends que lui ait rencontré ce problème, parce que le mot qui lui venait immédiatement à l'esprit dans l'autre langue n'était jamais exactement ce qu'il voulait dire dans la première, dans la langue d'origine. Lorsque on vous lit de temps à autre, vous établissez une sorte de connivence avec le lecteur. Je cite un exemple de votre dernier livre, Nos frères inattendus. Vous dites à un moment, ce n'est peut-être pas le moment d'en parler, mais l'histoire m'avait ému et je vais prendre le temps d'une brève digression. Vous vous adressez directement à nous, les lecteurs. C'est une manière pour vous d'être proche, un petit peu à la manière du conteur qui s'adresse à son auditoire, qui l'interpelle. Vous avez raison de le signaler. Je crois que c'est ma démarche. Ma démarche n'est pas de m'installer sur à une chaire et de donner ma vision des choses. J'ai plutôt envie de prendre le lecteur par le bras et de lui dire à l'oreille ce que je pense. Et je crois que c'est une démarche qui reflète mon caractère. C'est pas tellement lié à un style littéraire. C'est plutôt mon caractère. J'ai plus envie de transmettre amicalement mes idées et les images que j'ai envie de créer, plutôt que de les produire d'une manière froide en disant au lecteur, venez les prendre sur mon papier. J'ai plutôt envie de... votre remarque est vraie. C'est la démarche, c'est dans cet état d'esprit que je me mets quand je suis en train d'écrire. Est-ce que de temps en temps, ce lecteur, vous ne le taquinez pas? Est-ce que vous ne vous amusez pas aussi à l'égarer un petit peu à la manière très bienveillante, à la manière d'un auteur de roman policier qui emmène son lecteur sur une fausse piste pour mieux lui montrer là où il doit aller d'une certaine façon? Certainement. Certainement, je l'avoue absolument. Je crois que ça fait partie du jeu du romancier, surtout, de suggérer des choses, même parfois de suggérer des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on va dire plus tard. Et donc, il y a un jeu dans lequel on voudrait que le lecteur soit complice, certainement. Et dans presque tous vos romans, enfin en tous les cas dans de nombreux romans, il y a la présence d'un écrivain ou d'un écrivant. En tous les cas, quelqu'un qui est en train d'écrire un journal, en train d'écrire un roman. Il y a souvent un écrivain qui dit je, d'ailleurs. Il y a l'écriture d'un livre, il y a un manuscrit qui se perd, parfois plusieurs manuscrits même qui se perdent. Pourquoi cette omniprésence du livre, de l'écriture, c'est rassurant, c'est familier pour vous en tant qu'écrivain, ou ça a un autre rôle? C'est mon univers. C'est mon univers. Je n'ai pas envie de faire semblant. C'est l'univers où je suis. Mes personnages, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, le personnage qui me représente dans le livre, me ressemble. Bon, il m'est arrivé de parler à la première personne de personnages qui n'étaient pas du tout moi, parce que c'était des personnages historiques que je faisais revivre, Léon l'Africain ou d'autres. Mani. Ou Mani. Mais quand je choisis moi-même un narrateur, je le crée à mon image. C'est inévitable et ces réactions, même si elles ne sont pas exactement les miennes, sont des réactions que j'aurais pu avoir. Donc, dans ce livre, le narrateur Alec est certainement en partie moi-même, de même que dans Les Désorientés, le narrateur qui est professeur d'histoire. Je ne suis pas professeur d'histoire, mais l'histoire est
fait partie de ma vie et certainement le personnage est un peu moi-même. Alors, parlons de votre dernier roman, Nos frères inattendus. Je vais juste lire 5 lignes pratiquement au début du livre. Car je vis sur une île minuscule, la plus petite d'un archipel de 4 appelé les Chirons. Le reste de la population vit sur Gros Chiron, où se trouve la seule agglomération digne de ce nom, Port Atlantique. L'île la plus étendue, appelée Fort Chiron, est depuis 3 siècles une base pour la marine française. Je ne l'ai jamais visitée. Val-Chiron est une réserve naturelle, marine et ornithologique, où seuls séjournent des savants. Mon île à moi, la plus modeste, se nomme curieusement Antioche. Alors, le personnage qui parle, vous venez de le citer, Alexander, il a échoué là parce que son père, qui était canadien, avait acheté cet îlot, ou du moins une partie de cet îlot, 34 hectares sur 46. Bon, on verra que les autres hectares appartiennent à une romancière qui est là, on en parlera plus tard. Et alors j'ai eu beau chercher les Chirons sur la carte, je ne les ai pas trouvés. Pourtant, vous nous parlez de ces îles avec une précision, on y est, on y croit, on passe le passage. Tout ça, c'est très vivant. Où sont-elles, En fait, ces 4 îles? l'île est tout à fait imaginaire. Simplement, la plupart des éléments que j'évoque à propos de cette île sont inspirés d'une île réelle. Par exemple, je parle d'un passage qui relie l'île au continent. Et là, ce que j'ai comme modèle, c'est le Gois de Noirmoutier. Le nom d'Antioche, ça m'a toujours amusé parce qu'il y a effectivement entre l'île de Ré et Oléron, et l'île d'Oléron, un petit rocher qui s'appelle Antioche. Donc, ce n'est pas totalement imaginaire. Ça m'a toujours amusé. Il y a d'ailleurs à l'île de Ré le pertuis d'Antioche. Je me suis toujours demandé ce que faisait un pertuis d'Antioche dans l'Atlantique. Et moi qui viens donc du Levant, comme vous le savez, où il y a la ville d'Antioche, dont j'ai longuement parlé dans mon tout premier livre, qui était un livre sur les croisades, ça m'a toujours amusé qu'il y ait une Antioche dans cette partie du monde. De même que ça m'a toujours amusé que le port le plus à l'ouest en France s'appelle l'Orient quand même. Il y a des paradoxes dans l'histoire qui ont toujours un sens. Et Antioche existe, si vous regardez bien sur une carte, tout près d'Oléron, vous trouverez un rocher qui s'appelle le rocher d'Antioche. Alors ce personnage qui est dessinateur, qui va écrire son journal au jour le jour, qui est-il si vous deviez... Alors, il vous est assez apparenté parce qu'il est seul sur une île, ou même vous vivez aussi sur une île. Qui est-il si vous deviez le présenter en quelques mots? Il est canadien, canadien-français. Son père venait de cette région de la France. Et un jour, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son père il appelle débarquement. Il est allé voir sa terre natale. Il a trouvé qu'il y avait un terrain sur une île qui était à vendre. Comme il avait des moyens à l'époque, il l'a acheté. Puis il est reparti. Et puis après, il a eu des revers de fortune et il n'est jamais revenu. Et son fils, Alec, à un moment donné, a envie de tout abandonner. Et il se souvient de ce bout d'île que son père avait acheté autrefois à la fin de la guerre. Et il revient et il bâtit une maison sur ce bout d'île. Et comme il est dessinateur et qu'on a les moyens aujourd'hui d'envoyer ses dessins par Internet, on n'a pas besoin d'aller dans le journal. Donc, il s'installe là, il fait
il fait ses dessins hebdomadaires, il vit seul et il y a une personne qui est pas très loin, qui, elle, est romancière. Elle a écrit un roman qui a eu un énorme succès. Et puis, L'avenir n'est plus à cette adresse. Le titre du roman, c'est L'avenir. Le roman de Ève de Saint-Gilles s'intitule L'avenir n'habite plus à cette adresse. Et c'est un roman qui a eu beaucoup de succès, un grand retentissement. Et après, elle a eu beaucoup de mal à écrire le suivant, comme cela arrive quelquefois. Et donc, elle a décidé de prendre les revenus que lui a donné ce roman, d'aller s'acheter un bout d'île et d'essayer d'écrire là-bas. Et donc, on se retrouve avec deux personnages amoureux de leur solitude, mais ce n'est pas tout à fait la même solitude. Et même s'ils sont les seuls habitants de ce petit îlot, ils ne se fréquentent pas, ils ne se parlent pas, jusqu'au moment où il y a un événement qui les force, en quelque sorte, à se retrouver, à parler et à fraterniser. Alors cet événement, c'est pas tout à fait rien, parce qu'on va en parler, il intervient quasiment dès les premières lignes du roman. Le personnage est en train d'écouter la radio, tout d'un coup, panne de lumière, plus de radio, alentour il y a la tempête, et la radio n'émet plus qu'une sorte de sifflement, un peu une sorte d'alarme. Bon, il y a une catastrophe, sans doute une catastrophe mondiale qui vient de se passer. D'où est venue cette idée de catastrophe mondiale là, dans votre imagination de romancier? En fait, c'était une possibilité, c'est toujours depuis des décennies une possibilité d'avoir un jour un cataclysme nucléaire. Heureusement, jusqu'à présent, nous l'avons évité. Et quand cette coupure de toutes les communications intervient, aussi bien Alec que Ève, tous les deux se disent, voilà, il y avait des tensions dans le monde, on parlait de risques nucléaires, et si tout cela, toutes les communications sont coupées, c'est que il y a eu effectivement un cataclysme nucléaire. Et pendant quelques heures, en tout cas, ils sont persuadés l'un et l'autre que c'est ce qui est arrivé, que le monde a été détruit, et que eux, parce qu'ils sont tout à fait au bout du monde, loin de tout, ils ont été préservés jusque-là, qu'un jour prochain, le nuage radioactif va ramper jusqu'à eux et eux aussi vont disparaître. Mais le temps passe, ils commencent à pouvoir communiquer déjà avec les habitants de l'archipel, puis les communications sont rétablies et peu à peu, ils découvrent que ce qui s'est passé est différent. Le monde était vraiment au bord d'un conflit nucléaire, mais ce conflit n'a pas eu lieu. Autre chose s'est passé. Alors, autre chose s'est passé. Alors, on imagine que ce sont les puissances traditionnelles qui en sont la cause. On pense à la Chine, on pense à la Russie. On pense que ça peut être le fait de quelques individus, d'une société secrète, de sectes. Enfin bon, beaucoup de choses sont d'une ethnie qui aurait été préservée. C'est comme ça qu'elles sont présentées. Dans quelle période sommes-nous Parce que votre narrateur commence son journal le mardi 9 novembre, il le termine le jeudi 9 décembre, mais il a oublié... Sur un mois, en fait. Oui, ça dure un mois, mais il a oublié de mettre la date. À quelle date? La date, il faut simplement l'imaginer comme étant aujourd'hui. C'est un roman de légère anticipation, mais en réalité, ça aurait pu commencer demain matin. C'est le monde d'aujourd'hui qui est au bord d'un désastre. Bon, dans le livre, c'est un désastre nucléaire, ça peut être un autre désastre. Et au dernier moment, quelque chose arrive qui nous évite le désastre. Et je dois vous dire que depuis des années, j'ai ce sentiment que le monde
va vers un naufrage quelconque. D'ailleurs, mon tout dernier livre, mon dernier essai, publié il y a 2 ans, s'intitule Le naufrage des civilisations. Je suis persuadé que nous sommes dans une sorte de naufrage. Bon. Et je dirais que ce livre, Nos frères inattendus, c'est une sorte de parabole ou de conte philosophique évoquant un naufrage qui serait imminent et que nous arrivons à éviter. De quelle manière? Grâce à quelque chose qui est en nous, qui vient du fond de l'aventure humaine, qui vient de ce qu'il y a de plus vrai et de plus juste dans l'aventure humaine, et qui nous sauve en quelque sorte de nous-mêmes, qui nous remet en quelque sorte sur la voie d'une autre évolution, parce que je suis persuadé, par ailleurs, et les personnages du roman le disent aussi, que nous sommes sur une voie complètement erronée, une voie qui ne peut mener qu'à des désastres, et on a besoin véritablement de changer d'orientation. Et dans ce livre, là, ce n'est plus l'essayiste du naufrage de civilisation qui parle, c'est le romancier qui imagine un scénario où nous pourrions échapper au naufrage et changer de voie. Alors, il y a une phrase qui intervient à la fin quasiment, mais alors, le livre a été publié en octobre dernier. Je lis cette phrase qu'un personnage prononce. Imaginez par exemple un virus mortel qui se propagerait à une vitesse vertigineuse et qui ne serait révélé par aucun symptôme avant plusieurs semaines. À quel moment vous avez écrit cette phrase, Amin Maalouf? Parce qu'elle est sérieusement... Il y a quelques années déjà, il y a quelques années, je ne pensais pas du tout au virus que nous avons eu. C'est un livre que j'ai entièrement écrit avant. Pour tout vous dire, j'ai failli, en relisant le livre, enlever cette phrase pour ne pas donner l'impression de faire une prophétie après coup, mais je pense qu'elle s'inscrivait dans le débat qu'il y avait dans le livre entre les personnages, donc je l'ai laissé. Après dire, je ne pensais pas du tout, quand je pensais à une catastrophe, que la catastrophe pourrait être de ce type-là, une catastrophe à caractère sanitaire. Mais je sens depuis un certain temps, et je le dis déjà dans le livre qui est paru il y a 2 ans, nous arrivons à un point où quelque chose va arriver qui va interrompre notre course, parce que notre course ne peut plus continuer. Nous sommes dans un monde où règne la loi de la jungle, nous sommes dans un monde où il n'y a plus aucun ordre qui fonctionne, dans un monde où on va clairement vers un affrontement entre les puissances qui montent et les puissances qui sont installées, un monde où l'échelle des valeurs est complètement éclatée. Il suffit de regarder autour de nous, même des pays qui ont des traditions démocratiques très anciennes, qui se comportent comme des républiques bananières. Enfin, nous sommes dans un monde qui ne fonctionne plus, qui est complètement déréglé. Et il y a ce dérèglement que nous avons, où nous vivons aujourd'hui, qui est un dérèglement parmi d'autres. Ce dérèglement qui a pris une forme sanitaire, mais il y a toutes sortes de dérèglements qui nécessitent de changer de cours. Alors, dans votre livre, pour revenir à la littérature, la solution, on ne va pas dévoiler ni la fin ni le déroulé du livre, mais il y a un certain nombre de personnages, on a parlé des 2 premiers, mais il y a un certain nombre de personnages qui sont en quelque sorte des passeurs, des entremetteurs. Vous avez Moreau, par exemple, qui est l'ami d'Alec, et ce Moreau, il est lui-même ami du président des États-Unis, qui est le président des États-Unis, s'appelle Howard Milton.
Il y a un passeur qui s'appelle Démosthène aussi, qui intervient. Un autre qui est celui qui est le gardien du guet. Ces passeurs-là, ils ont tous un rôle finalement. Quel rôle ont-ils d'ailleurs? Quel rôle leur assignez-vous? Je ne vous cacherai pas que j'ai un faible pour les passeurs. Je, Je peux comprendre. je crois que je pense que nous sommes dans un monde qui a besoin de passeurs. Dans ce livre, il y a effectivement des passeurs qui jouent un rôle essentiel dans le déroulement de l'histoire, mais je pense que nous sommes dans un monde qui a besoin de passeurs, où il n'y a pas suffisamment de passeurs. Nous sommes dans un monde où les gens sont sommés constamment d'affirmer leurs appartenances avec force, et les passeurs, c'est-à-dire ceux qui sont à l'aise avec des civilisations différentes, qui peuvent transmettre de l'une à l'autre, euh, passent par un mauvais moment, sans jeu de mots. Ils sont de plus en plus regardés de travers, ils sont considérés comme des gens qui ne sont pas capables de choisir. Il faut tout de suite choisir son camp, il faut insulter les uns et louer les autres. Euh, moi je crois profondément que le monde ne peut se reconstituer que lorsque les êtres frontaliers, ceux qui appartiennent à des mondes, à plusieurs mondes à la fois, pourront se sentir bien dans leur peau. Et aujourd'hui, je pense que c'est de moins en moins vrai. Pourquoi, vous qui êtes, vous l'avez dit, vous n'êtes pas historien, mais vous êtes grand amateur de l'histoire, vous connaissez, vous avez beaucoup Je suis un écrit. passionné d'histoire. Voilà. Oui, c'est ça. Vous avez quand même écrit sur un manuscrit du 9e siècle, on disait tout à l'heure sur Mani, philosophe du 3e siècle, sur les croisades, sur Léon l'Africain. L'histoire, elle fait partie de votre vie. Et là, vous nous livrez un roman d'anticipation à la limite du fantastique, pas tout à fait, mais un peu quand même. Pourquoi? Est-ce que c'est pas aussi pour échapper aux étiquettes, pour dire, bah, non, je ne suis pas seulement l'homme de l'histoire, je ne suis pas seulement l'homme. Non, pour échapper à autre chose, il Uh-huh. y a une phrase qui est citée au tout début, Ah, d'une phrase de l'écrivain allemand Novalis, ah oui, oui. qui dit « Les romans naissent des manquements de l'histoire ». Oui, oui. Et je trouve que c'est très juste. Je crois qu'il y a des moments où on a envie de sortir de l'histoire telle qu'elle est en train de se dérouler pour imaginer un autre déroulement de l'histoire. Mm. Et je crois que ce n'est pas vrai probablement de tous les romans, mais c'est certainement vrai de ce roman-ci. Mm-hmm. Alors, l'histoire, vous ne l'avez pas totalement abandonnée, parce que bon, vous nous avez donné l'explication pour Antioche, mais dans le livre, il est question d'Empédocle, il est question d'Agamemnon, il est question de Démosthène. L'histoire n'est pas loin quand même, elle est encore là avec vous. Hein. Ah non, non, bien sûr. Et c'est ma passion, l'histoire. Et il n'y a pas que ces personnages-là. Il y Non. a aussi les Aztèques, il y a d'autres. C'est vrai que l'histoire est très présente dans tout ce que j'écris, mais parfois, le déroulement de l'histoire me pousse à m'en écarter un peu. Je dirais que dans ce livre, je m'en écarte un peu. Je crois que on a plus que jamais besoin de repenser notre histoire, de repenser la marche du monde. Et peut-être que la crise que nous traversons aujourd'hui, cette pause soudaine qui nous est imposée à, partout dans le monde, c'est peut-être le moment pour nous de nous arrêter, de réfléchir, de nous demander où nous allons, quel monde nous voulons construire, quelle société nous voulons construire. Je crois que nous sommes à une époque où
pour la première fois probablement dans l'histoire de l'humanité, nous avons les moyens de faire beaucoup de choses, beaucoup plus que toutes les générations qui nous ont précédés, mais la vérité, c'est que nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce que nous voulons construire, ni au niveau de chaque pays, ni au niveau global. Nous ne savons pas quelle société nous voulons construire. Nous sommes des machines qui fonctionnent à vide. Alors, la marche du monde, il en est question, vous l'avez cité dans votre précédent livre, qui est un essai. Vous alternez souvent le roman, l'essai. C'est l'évocation le début du livre est un début très personnel. Vous évoquez votre enfance, les paradis perdus de votre père et de votre mère, le Liban, l'Égypte, les lieux dont on a parlé tout à l'heure et qui ont compté, qui ont été une sorte de modèle. Et ensuite, vous nous expliquez un petit peu les raisons de cet échec, car échec il y a. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui s'est passé pour que ce monde qui fonctionnait plutôt harmonieusement, vous parlez de paradis, pourquoi y a-t-il eu cet échec? Ce n'était pas un paradis, c'était peut-être un paradis pour moi comme enfant, mais il y avait certainement des problèmes. Je crois que s'il y a eu échec, c'est parce que quelque chose ne fonctionnait pas. C'est vrai que le monde levantin de mon enfance, il y avait certaines caractéristiques dont je regrette la disparition. Par exemple, dans la ville où j'ai grandi, des communautés différentes, des communautés religieuses, des gens qui venaient d'un peu partout, qui vivaient ensemble, qui avaient entre eux des échanges extrêmement féconds. Je dirais, encore une fois, je ne dirais pas que c'était des relations idéales. Ce n'était pas sans tension, mais il y avait de véritables échanges. Il y avait un véritable intérêt pour la culture de l'autre, pour la civilisation de l'autre. Et c'était également le cas dans d'autres pays de cette région. Et j'ai vu progressivement la disparition de ce monde. Bon. Évidemment au Liban, qui a connu une évolution d'apocalypse. Le Liban était le pays destiné à être un pôle de développement économique, de modernisation sociale, de savoir. Il était destiné à avoir les meilleures universités, les centres de recherche, les laboratoires, etc. Tout était là pour que ce pays se développe et le pays est tombé dans les guerres tribales, dans la violence, avec des dirigeants totalement incompétents, avec la corruption, etc. Enfin, je n'ai pas besoin de décrire malheureusement l'évolution de mon pays natal est tellement apparente qu'on n'a plus besoin de la décrire. Mais c'est vrai aussi tout autour du pays. Cette région aurait dû être, encore une fois, un pôle. Elle aurait dû aussi offrir un exemple de coexistence pour le monde entier. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y avait beaucoup de choses n'ont pas marché. Au Liban, il y a le phénomène du communautarisme qui a été géré d'une manière avec un système de quotas extrêmement rigide qui peu à peu a évolué en une sorte de système mafieux où chaque communauté, chaque parti voulait sa part du pays. En fait, le pays a été déchiqueté par ces diverses composantes. Dans d'autres sociétés,
il y a eu le départ massif des communautés, soit des communautés étrangères, soit des minorités, ce qui a conduit à un appauvrissement culturel. Il y a aussi des événements politiques qui ont joué un rôle important. À mes yeux, comme je le dis dans mon livre, l'événement dont je me souviens qui a été déterminant, c'est la guerre de 67, l'écroulement de ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, l'écroulement du rêve du panarabisme, qui était représenté principalement par Nasser. Nasser était quelqu'un qui avait des qualités et des défauts. C'était un homme autoritaire, il gouvernait avec des services secrets, et en même temps, c'était un homme dans lequel la population croyait et à laquelle la population s'identifiait. Donc, quand il parlait, les gens adoptaient ses attitudes et s'identifiaient à lui, ce qui n'a plus été le cas pour aucun dirigeant de la région. Vous regardez tout le monde arabe, il n'y a pas un dirigeant qui ait une véritable légitimité aux yeux de ses concitoyens, ni un rayonnement quelconque en dehors de ses frontières. Nasser était un cas à part. Et ce n'est pas seulement Nasser. Nasser, bon, il y avait d'autres, il avait des défauts aussi, mais la disparition de Nasser a conduit à un écroulement de toute l'idéologie politique qui dominait dans cette région, qui était l'idéologie du panarabisme, et a conduit à une forme de désespoir, de découragement total, qui a, je dirais, une sorte d'affaissement politique, avec des générations entières qui ne croient plus en rien, qui ont juste envie de partir. Il y a 10 ans, il y a eu un sursaut avec ce qu'on a appelé les printemps arabes. Il y a un sursaut des jeunes d'un certain nombre de pays qui ont dit mais ça suffit, on ne va plus continuer à se faire écraser, humilier par des dirigeants que personne n'a choisi, qui personne ne croit. Et ça a duré 6 mois et après tout s'est écroulé de nouveau. Donc il y a un désespoir profond, une tristesse profonde dans le monde arabe qui a eu des répercussions dans le reste du monde, par la violence, par l'immigration, par d'autres. Et donc, cette région qui aurait dû, qui aurait dû être un exemple et de coexistence et de développement et de modernisation, a diffusé les ténèbres au lieu de diffuser la lumière. Il y a une autre date que vous citez comme une date charnière dans votre livre. Bon, 67, on vient d'en parler, c'est 1979. Et effectivement, dans cette année 79, il se passe des événements un petit peu partout dans le monde qui font sans doute ce que vous appelez aujourd'hui, qui explique en partie le naufrage des civilisations. Tout à fait. Moi, depuis l'enfance, je suis les événements, je dirais chaque jour. Je suis un passionné de la marche du monde. Il faut dire que j'ai grandi dans la maison d'un père journaliste. Depuis l'enfance, je suis tout ce qui se passe dans le monde avec passion. Parfois avec irritation, avec tristesse, avec rage, mais toujours avec passion. Et il y a 2 ans, donc j'ai essayé de passer en revue tous les événements que j'ai vécus dans les 60 dernières années, en me demandant quels ont été les moments qui ont compté, qui ont forgé le monde d'aujourd'hui. À quel moment les choses ont vraiment mal tourné. Et une des dates
principal, c'est 79. Qu'est-ce qui s'est passé en 79? Il y a deux événements majeurs en 79. Il y a d'autres aussi qui vont dans le même sens, mais il y a deux événements majeurs. Il y a la révolution iranienne et la révolution thatchérienne, pour faire rapide. La révolution iranienne a marqué le développement exponentiel des affirmations identitaires très agressives et parfois violentes. La révolution thatchérienne a marqué un renversement de la manière de gouverner le monde, un renversement des priorités, en disant, en gros, les lois du marché doivent être les lois suprêmes, tout doit être soumis aux lois du marché. Ce qui, je simplifie parce que, pour aller vite, mais en réalité, les deux révolutions qui sont extrêmement différentes l'une de l'autre, avec des personnages qui ne se ressemblent en rien, elles ont une caractéristique commune. Ce sont des révolutions conservatrices. Ce sont des forces conservatrices qui opèrent une révolution. En Iran, c'était un clergé qui faisait une révolution politique radicale, ce qui ne s'est pas beaucoup vu à travers l'histoire. Il y a eu Savonarole à Florence, mais il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'histoire. Et en Occident, c'est-à-dire d'abord dans l'Angleterre de Madame Thatcher, puis aux États-Unis, puis un peu partout ailleurs, il y a eu ce que quelqu'un a appelé la révolution des riches contre les pauvres. Traditionnellement, la révolution, c'est les pauvres qui se révoltent contre les riches. Et là, on a eu l'inverse. On a eu une révolution qui a marqué, avec beaucoup d'habileté d'ailleurs, qui a marqué la victoire des possédants qui ont obtenu dans ces deux pays en particulier, et puis dans le reste du monde, des avantages qu'ils n'avaient jamais. Et donc, on a vu fleurir des fortunes folles, des hyper-milliardaires. On a vu des lois qui étaient au service des plus riches, notamment encore une fois, dans l'Amérique de Reagan et après. Et ces deux révolutions qui sont arrivées, l'une en février 79, l'autre en mai 79, en quelques mois, ont changé l'atmosphère dans le monde. Il y a eu un retournement. Les forces conservatrices se sont proclamées révolutionnaires, tandis que les forces qui étaient traditionnellement les forces progressistes n'ont plus eu d'autre but que de préserver les acquis. Alors, je crois qu'on a donné un petit peu la mesure de votre travail, de votre talent, l'essayiste, le romancier. Je crois qu'il est temps de passer la parole à Alizée Alexandre, qui est au Qatar, qui travaille à l'Institut français, et elle sera l'intermédiaire des questions que vont se poser les gens qui vous ont écouté depuis le début de cet entretien. Donc, je cède la parole à Alizée Alexandre. Vous avez la parole si... On arrive. Vous nous entendez? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Amin. Je ne suis pas Alizée Alexandre, elle est à ma droite. Bonsoir. Bonsoir Bernard Magnier. Merci à l'Alliance française et à la RATP de nous accueillir aussi ce soir. Donc, moi, je suis Adrien Laroche, le conseiller culturel de l'ambassade de France au Qatar et directeur de l'Institut français de Doha. On est très, très heureux de vous accueillir ce soir pour quelques questions. On se reparlera peut-être d'ailleurs en fin de séance. On aimerait vous faire une proposition aussi pour le mois de la francophonie, mais on parlera de ça plus tard. Donc, moi, je vais peut-être poser une question avant de passer la parole à tous les invités présents. Je remercie aussi d'être ici à l'Institut. Je voulais revenir à la langue
Et vous avez dit plusieurs choses ce soir. Vous aviez, bon, on a dit de vous que vous écrivez en français, qui n'était pas votre première langue. On sait aussi que vous défendez le multilinguisme ou le plurilinguisme. Et vous avez dit cette phrase que j'aime bien, « Je suis né dans 3 langues ». Et donc, je voulais vous demander si, par exemple, comme Jacques Derrida, dans le monolinguisme de l'autre, vous iriez jusqu'à dire qu'il n'y a pas de langue maternelle. Si je radicalise votre propos, quand vous dites « Je suis né dans 3 langues », est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il n'y a pas de langue maternelle? Dans mon cas, je dirais plutôt qu'il y a plusieurs langues maternelles qui se sont un peu mêlées les unes aux autres. Je m'explique. Ma mère a grandi en Égypte. Elle est née en Égypte, elle a grandi en Égypte. Elle avait un accent égyptien et toute sa famille également. Dans la famille de mon père, on parlait en arabe libanais. Déjà, dans mon enfance, même en langue arabe, il y avait ces deux parlers qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire, on finit par les comprendre également, mais ils sont quand même différents. Et très vite aussi, les deux autres langues que sont le français et l'anglais sont arrivées parce que j'ai grandi dans un milieu d'enseignants où souvent on passait à une langue étrangère quand il fallait discuter certains sujets où on était plus à l'aise. Et donc, je dirais qu'il y a une langue maternelle, mais dans mon cas, ce n'est pas une langue. C'est, comment dire, c'est un univers linguistique dans lequel j'ai grandi, mais certainement pas caractérisé par une unicité de langue. On ne vous entend pas. On n'a pas entendu cette... Là, on ne vous entend pas. Arrive. Voilà. Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc, je disais que vous avez peut-être une question à poser au Qatar, aux personnes qui sont ici, mais sinon, une autre personne va venir ici vous poser les questions, mais peut-être que vous-même, vous aurez envie de nous poser des questions sur Doha et le Qatar et les personnes ici. Vous voulez poser une question? Allez. Je savais. Merci, c'est gentil. Présentez-vous. Bien sûr. Je présente la nationalité, mais juste mon prénom. Bonsoir, Monsieur Amine. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bernard. Bonsoir à tous, bien sûr. Ravi de vous parler. Entre parenthèses, je ne mets pas ça parce que c'est le corona, je ne mets pas le masque parce que je suis allergique. Sinon, je porte pas ça. De me voir et c'est la sensation de voir le profond, ce n'est pas le visage, ce n'est pas à l'extérieur de la personne. Bon, pour un écrivain, pour vous, je vous adresse une petite question qui est un peu une amalgame pour moi, mais pour vous, peut-être vous allez me répondre. Écrire, c'est lire, lire, c'est écrire, ou écrire, c'est lire, ou interpréter ou traduire. Est-ce qu'un jour, vous avez pensé de traduire? Il m'est arrivé de traduire des petits textes, mais pas les miens. Il m'est arrivé de traduire notamment des textes que mon père avait écrits. J'avais envie de les traduire. Mon père écrivait en arabe et j'avais envie de les traduire dans une autre langue. Mais je n'ai pas la patience de traduire un long livre. J'ai essayé quelques fois. Je pense que c'est une discipline particulière qui exige beaucoup de souffle, beaucoup de patience et je crois que je n'ai pas cette patience. Et de toute manière, on m'a jamais vraiment proposé de traduire. Si un éditeur un jour m'avait apporté un livre en me suggérant de le traduire, peut-être que je m'y serais mis, parce que j'aime bien la traduction et je crois à la traduction. Je crois que c'est
le monde a besoin, pour la diffusion du savoir et de la littérature, a besoin de la traduction, mais je n'ai pas traduit moi-même. Là, je ne vous entends pas de nouveau. Ok. Oui, c'est bon. Bernard, avons-nous le temps de faire une deuxième question, troisième question? Oui, s'il y a une autre personne, oui, allez-y. Je continue. Bon, je crois que Nora a encore un petit mot à ajouter. D'accord. Un petit mot. Ok. Donc, en marche, en écrivant, bien sûr, en tant qu'un écrivain, vous traduire quand même ce que vous inspirez. C'est une partie de traduction de l'esprit de l'écrivain qui s'imagine ou qui il a quand même un contexte ou une conception pour lui-même. C'est une traduction à part. En même temps, écrire, c'est lire. Est-ce que vous lisez ce que vous écrivez un jour, ou bien après un mois, ou bien une année, après une année? Est-ce que vous aurez le temps de lire ce que vous... Je suis quelqu'un qui lit beaucoup. Je passe une bonne partie de ma journée à lire. Je suis même un lecteur passionné. Je crois que je passe plusieurs heures par jour à lire des choses très, très diverses. Mais relire mes propres textes, non. Non, j'ai une attitude à l'égard de ce que j'écris moi-même. Une fois que le texte est imprimé, je considère c'est comme un enfant devenu adulte. Il doit vivre sa vie. Je ne m'occupe plus de lui. Bon, je m'occupe des livres soit qui viennent de sortir, soit que je suis en train d'écrire. Mais ceux qui sont sortis, ils vivent leur vie et il m'arrive très rarement d'ouvrir un de mes anciens livres. Merci pour ces questions. Je reprends la parole, si vous le voulez bien. Alors, je vais me faire l'interprète de questions qui sont venues par le biais de l'Internet. Donc, je vais vous citer les auteurs de ces questions. Il y a Abouche du Liban qui dit « Pensez-vous que c'est le pessimiste qui définit l'écrivain que vous êtes ?» Alors, je me permets d'ajouter que vous avez écrit des livres qui s'appellent « Les désorientés, les identités meurtrières et le naufrage des civilisations ». C'est peut-être ça qui a amené Abouche à penser que vous étiez pessimiste, mais peut-être ne l'êtes-vous pas. Écoutez, je ne me définis pas en termes d'optimisme et de pessimisme. Je trouve que l'écrivain a deux obligations. Une obligation de lucidité. Il ne doit pas, quand il voit une chose, il ne doit pas la cacher, il ne doit pas masquer la vérité juste pour rassurer son lecteur. Et en même temps, il a l'obligation de ne pas propager le découragement. Donc, il doit constamment chercher des solutions, chercher des voies pour sortir des impasses quand on est dans une impasse. Et donc, je dirais que je définis mon rôle plutôt comme cela. Il est clair, comme Bernard l'a rappelé en mentionnant simplement les titres de mes livres, il est clair que ma vision du monde d'aujourd'hui est une vision inquiète. Je suis certainement très inquiet de l'évolution du monde à l'heure actuelle et c'est vrai pour diverses régions du monde. Peut-être le Liban, je suis inquiet un peu plus que d'autres régions, mais je suis aussi inquiet pour l'Europe et je suis inquiet plus généralement pour la marche de l'humanité aujourd'hui. En même temps, je ne suis pas quelqu'un de désespéré et je ne suis pas quelqu'un de résigné. Je suis plutôt un volontariste. Je crois que l'avenir, c'est nous qui le faisons. Il n'existe pas à l'avance, il n'est écrit nulle part. C'est à nous de forger l'avenir. Et dans la limite très réduite de mes capacités, j'essaierai de contribuer à forger un avenir meilleur.
Alors, une autre question qui vient du Liban aussi, la réponse est peut-être difficile. Naya Saleh qui dit, pour vous, quelle peut être la définition du désir en ces moments difficiles? Et autre question parallèle, et pour vous, quel est le plus important, les racines ou les ailes? Dans un de mes livres, il y a quelques années, qui s'appelait Origine, j'ai eu des paroles très dures à propos du mot racine. Je préfère le mot origine pour décrire notre relation avec le milieu où nous avons grandi. Je pense que les racines sont pour les arbres. Les arbres, ils ont besoin de racines. Les racines les relient à un point, ils ne peuvent plus bouger. Les humains n'ont pas de racines dans ce sens. Les humains, ils ont leurs racines sont dans le ciel. Ils ont des liens avec un pays, avec une culture, avec des gens, avec une famille. Et en même temps, ils sont libres de parcourir le monde, libres de se dégager parfois de ses attaches. Et donc, en tout cas, le mot racine n'est pas un mot qui est souvent présent dans mes écrits. Alors Le désir, c'est autre chose. Le désir, c'est autre chose. Je crois que le désir, on ne renonce jamais au désir. Mais bien entendu, le désir peut avoir pour objet bien des choses. La beauté, la liberté, une vie meilleure. une question qui a été écrite par Zao, qui habite Los Angeles, nous voyageons. Vous mettez constamment à l'honneur le mot diversité dans vos écrits. Pourtant, les gens d'aujourd'hui commencent à se dire que la diversité devient un prétexte pour n'importe quelle pratique. Quel est votre avis? C'est un long débat. Je ne vous cacherai pas que le monde d'aujourd'hui m'inquiète parce que moi, j'ai rêvé toute ma vie d'un monde où il y aurait de plus en plus d'universalité, de plus en plus de fraternité. Et nous sommes dans un monde où les gens se sentent poussés constamment à affirmer avec agressivité leurs appartenances. Le mot diversité, ça dépend de la manière dont on le prend. Il est clair que le monde est divers dans la mesure où nous ne sommes pas tous similaires et en même temps, la diversité est une arme à double tranchant. Si on sait gérer la diversité, c'est un atout gigantesque pour chacune de nos sociétés. Et si on ne sait pas gérer la diversité, si on la gère de manière chaotique, ça devient une calamité. Donc, la diversité, ça dépend de ce qu'on en fait. Nous revenons au Liban avec René Ling qui dit ceci. La mémoire collective de la guerre joue un grand rôle chez les auteurs d'origine libanaise. Leurs écrits en sont fortement imprégnés. C'est ce qui fait leur grandeur. Pensez-vous que les jeunes Libanais d'aujourd'hui peuvent rédiger des ouvrages de valeur sans avoir vécu ce traumatisme identitaire? Sûrement. Sûrement. Peut-être que les gens qui viennent après ont plus de hauteur, plus de lucidité. Ce que vous dites là, moi je me le disais à propos d'époques anciennes de l'histoire, en disant comment pourrais-je écrire comme des gens qui ont connu la Grande Guerre, qui ont connu des événements extraordinaires. Et je crois que chacun d'entre nous a son époque. Et ceux qui viennent après, ils ont l'avantage de pouvoir contempler toutes les époques, y compris celles où ils n'ont pas vécu. Donc, ma réponse est certainement oui. C'est tout à fait possible, c'est même nécessaire d'écrire sur son pays,
en prenant en compte éventuellement la période de la guerre, mais il n'y a pas que la guerre, il y a tellement de choses à écrire sur le Liban et sur le reste du monde. Et moi, j'encourage certainement à, à lâcher la bride à son imagination, à sa curiosité intellectuelle. Vous êtes attentif à ce que font les jeunes écrivains libanais, vous qui avez une œuvre, vous avez un statut, vous avez une aura, vous avez donc aussi des responsabilités en quelque sorte. Vous êtes sollicité par la jeunesse écrivante libanaise, vous lisez leurs œuvres, vous les suivez? Je lis un peu, mais probablement pas suffisamment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent m'échapper. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je souhaite constamment voir des écrivains nouveaux qui écrivent de belles choses et quelques-uns parfois m'envoient des livres. C'est un pays foisonnant de culture, de littérature et je pense qu'il va le rester, quelles que soient les difficultés qu'il traverse aujourd'hui. Alors, je prends une dernière question et puis j'en rajouterai une plus personnelle à la fin. Quelqu'un vous demande, pour l'oriental, c'est une question qui vient de Suisse, Catherine. Pour l'oriental que vous êtes, comment l'Occident, comme image de l'autre et de l'ailleurs, s'est-il construit dans votre plume ou sous votre plume? Je crois que l'Occident a toujours été très présent pour nous qui vivons dans cette région du monde. Il a souvent été un modèle et quelquefois l'attitude à son égard est plus critique. Contrairement à ce qui se passe dans l'autre sens, je veux dire, les gens qui grandissent dans des pays comme le Liban, puisque c'était mon cas, ils ont une vision continuelle de ce qui se passe en Occident. Ils s'intéressent à ce qui se passe en Occident, ils étudient les langues de l'Occident, et donc l'Occident est très présent. Et peu à peu, on apprend à voir aussi les limites de l'Occident, les travers de l'Occident. Quelquefois on en parle, quelquefois on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'on les voit. Quand on voit les pays d'Orient à partir de l'Occident, les choses sont très différentes parce que l'Occident est très occidentalo-centriste. Donc, les Occidentaux voient les choses en fonction d'eux-mêmes, beaucoup plus que des gens qui viennent de ma région. Dans ma région, on sait qu'on n'est pas le centre du monde et donc on regarde ailleurs. Et donc la relation avec l'Occident est certainement omniprésente, mais elle est très complexe et elle évolue avec le temps. Alors pour terminer, vous avez écrit un livre qui s'intitule Un fauteuil sur la scène et qui est une galerie de portraits des 29 personnages qui vous ont précédé à l'Académie française dans votre fauteuil, dans le fauteuil que vous occupez aujourd'hui. Vous parlez de celui qui murmurait à l'oreille du roi, de celui qui fut 2 fois condamné à mort, de celui qui n'aimait pas son prédécesseur, et puis les 3 derniers, celui que tout le monde venait entendre, celui que fascinaient les cycles du soleil, celui qui chérissait les cultures fragiles. Celui qui écrira la suite, c'est-à-dire le 20e fauteuil, qui occupera la place, là, il dira quoi d'Amin Maalouf? Celui qui, si je dois... Je crois que je suis pas bien placé pour me résumer moi-même en une phrase, mais en tout cas, j'étais vraiment heureux de faire ce travail sur mes prédécesseurs et que ce soit les plus célèbres comme Monterland, Lévi-Strauss, Ernest Renan et d'autres, ou les parfaits inconnus que j'ai découverts, dont je n'avais jamais entendu le nom avant.
Je ne sais pas si quelqu'un s'intéressera à moi comme académicien, mais si c'est le cas, je lui laisserai le soin de me résumer en une phrase. Merci beaucoup, Amin Malouf. Je remercie tous ceux qui sont intervenus à un moment ou à un autre pendant cette rencontre. Je voudrais remercier aussi Marjorie et Cerise, que l'on n'a pas vu, mais sans lesquels la rencontre n'aurait pas eu la même allure. Le jeudi 11 février, c'est-à-dire très bientôt, toujours à 18h30, nous ferons une nouvelle rencontre. Cette fois, ce sera du côté du Maroc, avec trois écrivains, Leila Slimani, Zainab Fassiki et Rachid Benzine. Il sera question, c'est le sous-titre que nous avons donné à cette rencontre, je viens de loin, j'écris en français, silence, non-dit, tabou, roman, essai, BD, quelle voix choisir pour répondre. Voilà, merci beaucoup, merci à tous, merci beaucoup Amin Malouf. Merci Bernard, merci à tout le monde de votre présence réelle ou virtuelle. Bonne fin de journée à tous et bonne lecture. Merci.